Bonjour et merci d'être avec nous en ligne ce matin pour cette nouvelle édition du bilan diversité. Je suis Yann Tanguy, secrétaire général de la Charte de la diversité, créée en 2004 et portée par l'association Les Entreprises pour la Cité. Alors, un petit mot d'emblée pour vous remercier, vous, les signataires, car depuis 2004, vous êtes plus de 4400 organisations à avoir rejoint le mouvement de la Charte. Ce sont des grandes entreprises, bien sûr, mais pas seulement, des PME sur les territoires. Les PME représentent aujourd'hui 80% de nos signataires. Ce sont aussi des associations, des acteurs publics et parapublics, des collectivités locales. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, ensemble, nous faisons système pour promouvoir la diversité, nous améliorer dans nos organisations et dans la société. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Parmi vous, les signataires, un immense merci à ceux qui ont accepté de répondre à notre enquête qui nous permet tous les 2 ans d'établir ce bilan. C'est un questionnaire complet, long, nous le savons, et nous vous remercions de faire régulièrement cet effort. C'est un effort, mais c'est important, car au fond, ce bilan, c'est l'observatoire de vos pratiques, de vos attentes et de vos besoins. C'est indispensable pour mesurer le progrès, connaître l'évolution des tendances et des pratiques en matière de diversité et nous permettre d'orienter au mieux nos travaux pour vous accompagner tout au long de l'année. Naturellement, cette édition a conservé les questions barométriques sur les raisons d'engagement, l'appréhension de la diversité, les critères d'attention prioritaire, ce qui nous permet de connaître les évolutions sur le long terme. En complément, comme pour chaque bilan, nous avons ajouté des questions et des thématiques ciblées. Par exemple, les actions que vous déployez en faveur des quartiers prioritaires de la ville, vos pratiques en matière d'écriture inclusive et, on n'y échappe pas malheureusement, l'impact de la crise sanitaire. Alors la charte, ce sont les signataires bien sûr, mais ce sont aussi des partenaires. Je ne peux pas tous les citer, mais je voudrais au moins parler de France Télévisions qui nous a accompagnés sur un autre temps fort de la charte, le Tour de France de la diversité. Je voudrais aussi parler de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui nous accompagne depuis la création de la charte pour son développement. Et également, cette année, nous avons réalisé ce bilan grâce au soutien du cabinet d'études et de conseil Occurrence, qui est représenté aujourd'hui par son président, Assaël Hadari. Merci à Assaël d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole dans quelques secondes pour que vous puissiez nous présenter, aux côtés de Lydia Mediani, ambassadrice de la Charte de la diversité, les grands enseignements de ce bilan. Alors vous allez le découvrir, l'engagement des entreprises se renforce sur le thème de l'emploi des jeunes et spécialement des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville. Et c'est dans ce contexte que nous vous proposerons, juste après la restitution d'Assaël et de Lydia, une table ronde en 2 parties dédiées à l'emploi des jeunes, avec la participation de Lydia, qui poursuivra sur la première partie de la table ronde, Stéphane Roussel, président du réseau Les Entreprises pour la Cité, Thibaut Guilhuy, haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises auprès du ministère du Travail. Ils seront rejoints par Alexandre Viros, président directeur général d'ADECO, de directrice ressources humaines, Sophie Mouilledine pour Maison du Monde et Audrey Pellois pour le groupe de restauration Bertrand. Et nous aurons aussi la présence de jeunes femmes qui témoigneront de leur expérience. Caroline Parot devait être avec nous ce matin. Elle s'excuse de son absence, malheureusement pour des questions de Covid. Je remercie d'ores et déjà tous les intervenants de la table ronde. Je vous souhaite une très belle matinée et je cède la parole à Assaël et ensuite Lydia pour la restitution de ce bilan. Alors j'ai le plaisir de vous présenter ce bilan. Pour commencer une restitution d'études, on commence toujours par la méthodologie parce que c'est la méthodologie qui fonde finalement la robustesse et la fiabilité d'une étude. Et dans le cas présent, on peut être collectivement fiers du résultat. Nous sommes partis d'un fichier de 1300 signataires et nous avons obtenu 705 répondants, soit un taux de participation de 54%. C'est colossal. Et au-delà de ce chiffre, qui est déjà un très bon point pour ce bilan, c'est la structure de l'échantillon qui est intéressante puisqu'on a 73% de PME,
TPE et qu'on a plus de 150 répondants qui sont issus des collectivités locales et des institutions publiques. Donc on a ce résultat, tout ce que je vais vous dire s'appuie vraiment sur un corpus de données très fiable. Je vais vous présenter les 9 conclusions qui me semblent les plus importantes, les plus propices à éclairer des décisions ou vous permettre de créer une plateforme, vous permettant ensuite de poursuivre vos engagements autour de ces résultats. Le premier point qui peut peut-être vous surprendre, tant il paraît une évidence, c'est que la diversité est un enjeu qui est devenu incontournable pour vous. Alors pourquoi j'en fais mon premier point? C'est parce que vous êtes 85% à l'affirmer et à considérer que les questions de discrimination et de la diversité sont très importantes. Dans l'étude, il y avait 2 modalités, important et très important. Et aujourd'hui, 85% d'entre vous ont opté pour cette modalité, ont répondu très important. Donc 85%, en fait, c'est 30 points de plus qu'en 2019. C'est pour ça que j'en fais mon premier point, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement d'intensité très forte que vous avez noté. Évidemment, quand j'ajoute très important et important, on arrive à 99%. Mais le point important, c'est ce déplacement, encore une fois, de la modalité très importante, et on le verra tout au long des résultats. Ça signifie que l'inclusion des collaborateurs est aujourd'hui un vrai sujet de performance économique. C'est-à-dire que l'enjeu de la diversité n'est pas en périphérie de la stratégie de l'entreprise, elle est au cœur de la stratégie de l'entreprise, notamment, mais pas uniquement, dans le sujet de la marque employeur, de l'attractivité des talents et de leur rétention au sein des organisations. Le deuxième point, qui va exactement dans le sens du premier, c'est quand on vous pose la question quelle est la principale, et c'était une question unique, la principale raison de l'engagement des organisations en matière de diversité, la réponse est très claire, c'est l'intégration de la diversité dans une démarche globale de RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sujet est au cœur des stratégies de RSE. Et qu'est-ce qui a changé depuis 2019? C'est le fait qu'en 2019, la principale raison de l'engagement, c'était la conviction du dirigeant. Donc on était sur une démarche très incarnée, peut-être passionnée, c'est-à-dire j'y crois, j'y crois pas, j'y vais moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus raisonné, beaucoup plus rationnel. Le dirigeant est toujours là, la conviction du dirigeant est toujours là, mais en troisième position. La première raison, elle est beaucoup plus raisonnée, rationnelle. On y va réellement parce qu'on pense que le sujet de diversité, c'est un bénéfice pour l'entreprise. On verra, on va reparler du dirigeant. Même s'il arrive en troisième position sur cette question, on va voir que l'importance du dirigeant, sa conviction, son engagement personnel est au cœur de beaucoup de sujets, mais on y reviendra un peu plus tard. Troisième élément important à partager avec vous, l'âge, les jeunes. Le sujet de la jeunesse, donc c'est une des diversités qui est définie par la loi, c'est aujourd'hui un élément prépondérant, puisque aujourd'hui vous êtes 71% à avoir, parmi les gens qui ont répondu, qui désignent l'âge comme le critère de diversité sur lequel ils s'engagent le plus, et ça c'est un bond de 24 points. Même pour être très, très clair, ce sujet de l'âge, en 2019, était à la 6e position, il est aujourd'hui à la 1re position. Donc on voit bien que l'âge, et dans le contexte Covid et de l'emploi des jeunes, est aujourd'hui en tête des enjeux de diversité dans les organisations. Derrière ça, la question de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs, même chose, se place très haut. Et là, on va le voir, c'est là où on va retrouver notre dirigeant, vous allez voir. C'est quand on vous pose la question, mais vraiment, quels sont les canaux, quels sont les moyens, quels sont les leviers pour améliorer la situation dans les organisations, eh bien, 77% d'entre vous nous disent que l'enjeu premier, c'est la communication par l'engagement du dirigeant, par l'exemplarité, par sa force de traction, par son charisme sur le sujet. Et puis ensuite arrivent d'autres outils, d'autres moyens de communication, l'affichage plus classique, l'affichage et la charte de la diversité, on en reparlera à la fin, la charte de la diversité, puisque vous êtes 69% à nous dire que c'est un des leviers pour faire progresser le sujet dans les organisations et surtout sensibiliser les managers et les fonctions RH. Et là-dessus, on avait toute une série de questions sur la nature des formations et des sensibilisations des managers et des RH. Et dans l'ensemble des cas de figure, on est sur des bons résultats, que je dirais peut-être
qui sont améliorables, puisque selon les sujets, on va se situer entre 40 et 70% quand on vous pose des questions sur est-ce que vraiment la diversité est prise en compte dans les formations pour les managers ou les RH, est-ce qu'ils sont pris en compte dans les pratiques de recrutement. Donc on voit que c'est plutôt des sujets qui sont un bon niveau, mais qu'on peut considérer comme améliorables dans l'avenir. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Le 5e point que je veux évoquer avec vous, c'est le sujet des quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisqu'on avait des questions dédiées à ce sujet. Et on voit que 34% aujourd'hui des organisations mettent en place des actions pour le recrutement de collaborateurs issus des QPV. Et ça gagne 9 points. Donc on voit que là aussi, un peu comme les jeunes, c'est un sujet qui progresse, qui monte. On voit aussi, là je viens d'évoquer le recrutement, mais si on évoque singulièrement les stagiaires, vous êtes 32% à nous dire que le sujet des QPV est un élément pour le recrutement des stagiaires et ça gagne 5 points. Et même chose en matière d'apprentissage, 31% à intégrer ce critère QPV dans le recrutement des apprentis et ça gagne 10 points. Donc on voit bien que vous voyez sur le recrutement on va dire classique, stagiaire, apprenti, la notion de QPV progresse. Ce sera intéressant de voir si c'est un sujet, on va dire, momentané, dû à la crise, dû aussi à l'énorme travail sur l'apprentissage en général, ou si ça va perdurer. Ce sera un élément à surveiller en espérant que ça continue à progresser. Sixième point important, évidemment celui-là, puisque moi mon métier c'est de mesurer, donc je suis assez content de partager le 6e point, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à objectiver, à piloter, à analyser les impacts de vos politiques, à quantifier. Donc c'est un élément important. Vous déclarez à 62% que votre organisation quantifie la question des salariés par rapport au sexe, hommes-femmes, 57% à le faire par rapport à l'âge et 55% à quantifier les salariés en situation de handicap. Alors on sait que sur les salariés en situation de handicap, ça dépend aussi beaucoup du déclaratif et d'arriver à créer les conditions dans vos organisations pour que les personnes en situation de handicap se déclarent comme telles, mais on voit que ça progresse en termes de pilotage, de quantification et d'amélioration. Et évidemment, moi je suis convaincu qu'on ne peut pas bien gouverner si on ne mesure pas bien, si on n'objective pas bien. Donc ce point-là est en effet un élément important. Même chose sur le point sur, je vous parlais de QPV tout à l'heure, sur cet élément-là, en revanche, vous n'êtes que 13% à avoir une logique de pilotage et de quantification par rapport à l'adresse postale et à cette question des QPV. Bon, je rappelle que sur tous ces sujets-là, a priori, on est tout à fait dans la légalité dans le RGPD, donc il n'y a pas de raison autre que celui de la volonté de ne pas y aller. Le point 7, et là c'est un point important, on va parler d'égalité femmes-hommes. Et là, c'est intéressant parce que c'est un gros mouvement par rapport à 2019, puisque vous êtes 68% à nous dire que les femmes managers sont certainement la population sur laquelle les démarches de diversité ont eu le plus d'impact. Donc vous êtes plus des 2/3 à nous dire que c'est la population sur laquelle il y a eu le plus d'impact, et ça fait un bond de 36 points par rapport à 2019. Et même chose, puisqu'on distinguait dans l'étude la notion de femme manager, de femme cadre. L'un est une position, l'autre est un statut. Et même chose sur les femmes cadres, vous êtes 66%, plus 30 points à nous dire que les démarches de diversité que vous avez mises en place ont eu un impact positif sur ces sujets-là. Avant-dernier point, la question de la pandémie. En effet, on avait des questions singulières sur les politiques de diversité face à la pandémie. Là, le ouf qu'on peut collectivement avoir, c'est que vous êtes 59% à nous dire que la pandémie n'a pas eu d'impact sur vos ambitions en matière de diversité. Voire mieux, vous êtes 31% à nous dire que la crise a renforcé vos ambitions. Donc là, on peut vraiment un ouf de soulagement. Il n'y a pas eu de frein, il y a même plutôt eu c'est-à-dire des opportunités, avec des guillemets évidemment. Notamment, vous évoquez dans l'étude une opportunité. Vous êtes 47% à considérer que le télétravail vous facilite la vie en matière de recrutement dans certaines zones géographiques. Voilà, parce qu'en abolissant les déplacements, les longs déplacements, ça vous permet d'avoir un recrutement et justement sur des quartiers prioritaires de la ville. Dernier point. J'avais évoqué qu'on en reparlerait, la charte elle-même.
Là, c'est aussi un élément très intéressant et autant terminer par les bonnes nouvelles. Vous êtes 60% à répondre que vous considérez que la charte, la signature de la charte a eu un impact important sur le développement des politiques de la diversité et ce score prend 13 points entre 2019 et aujourd'hui. Donc c'est un élément, c'est un levier, c'est une force motrice, c'est une traction pour vos organisations et vous êtes 92% à communiquer autour de la signature de la charte et de l'utilisation de la charte et dans les gens qui communiquent, dans les organisations qui communiquent grâce à la charte ou avec la charte, vous êtes les 2/3 à communiquer à la fois en externe et en interne. Donc on voit la puissance d'exemplarité et la puissance motrice de la signature de la charte. Merci à Sahel. C'est un bilan en effet dont on peut être fier, avec beaucoup de raisons d'être confiant. Confiant parce que vous avez assimilé diversité et performance. Toutes les entreprises sont claires et partagent ce constat. C'est enfin une évidence. Exemplarité, deuxième point que vous avez mentionné, avec la volonté politique qui désormais se traduit en une fierté d'appartenance pour l'ensemble des collaborateurs de nos entreprises. Et enfin, ce critère d'âge, ou peut-être évidemment on n'en est qu'à un stade de prise de conscience et j'y reviendrai sur les 3 points en termes de périscope. Donc l'âge de la majorité, puisque nous en sommes à la 9e édition et ça traduit les 18 ans de la charte. Donc force est de constater qu'il y a en effet des améliorations. On n'en est plus à cet affichage de la diversité comme un atout de communication, mais vous l'avez intégré dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Gageons que pour les années à venir, la charte va également se réinventer grâce à vous, grâce à ce bilan extrêmement positif et cette grande participation. Ce qui va être intéressant pour la charte, c'est de se demander sur 3 points qu'on a évoqués. Le fait peut-être que la performance doit non pas se traduire dans des bilans RSE, mais peut-être un peu plus dans la stratégie de l'entreprise. Finalement, c'est de se dire quelle est la création de valeur partagée qu'ensemble on va pouvoir mettre en place. N'oublions pas que le capital humain est le capital le plus important de nos entreprises. C'est aussi et surtout le modèle de société qu'on veut construire. Les entreprises, on l'a vu avec la crise du Covid, et Assel vient nous le rappeler, ont continué à se mobiliser. Elles ont encore démontré leur incroyable capacité à intégrer, à être ensemble, à faire communauté. On a tous été en télétravail et on s'est rendu compte que être ensemble était véritablement ce qui nous motivait, ce qui nous liait, ce qui donnait du sens. Alors évidemment, c'est une génération dont on rappelle très souvent qu'elle cherche du sens. Je dirais que toutes les générations ont cherché à avoir du sens dans leur vie et dans leur quotidien. On parle énormément de cette grande démission qui commence aux États-Unis. On se demande si ça va arriver ici. C'est un enjeu auquel nos entreprises vont être confrontées dans les années à venir. Donc peut-être que ça va être le moment pour nous de nous réinventer avec tous ces itinéraires bis. C'est un peu se dire que peut-être 2022 et les années suivantes, nos entreprises, grâce à ce bilan de la Charte de la diversité, grâce aux entreprises pour la cité, vont redevenir un peu le Waze de nos entreprises et on va pouvoir aller chercher des talents là où ils sont. On a des entreprises qui sont compétitives, qui ont besoin d'être encore davantage. La terre est plate, les enjeux sont globaux, donc ne nous privons pas d'aller chercher les talents là où ils sont. Et c'est véritablement la prise de conscience qu'on voit dans ce bilan aujourd'hui. On a conscience qu'on ne peut pas se passer des meilleurs et être dans l'endogamie, avoir les mêmes filières d'excellence, aujourd'hui nous limitait peut-être à réinventer ou à inventer des techniques qui n'existent pas encore. Ensuite, la question que vous avez évoquée pour moi est celle des biais inconscients, parce que oui, la diversité est une fierté d'appartenance, oui, la diversité est une ressource indispensable à la réussite de nos entreprises, mais on a tous des biais inconscients. Je vous rencontre immédiatement, je vais arriver avec mes propres biais, pas nécessairement volontaires, pas nécessairement négatifs, mais réels. Dès lors, il va falloir lutter contre ces préjugés de la représentation et c'est peut-être l'apport que pourraient avoir les entreprises pour la cité et la charte de la diversité, c'est se demander comment efficacement travailler sur ces biais de la représentation. Vous avez mentionné le critère de l'âge. La jeunesse dans notre pays encore est vue comme une sorte d'incompétence ou en tous les cas de manque d'expérience, d'inexpérience, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons, rappelons-le, qui vraiment allient la performance au seul critère de la capacité à créer de la valeur. On a un président jeune, pourtant en France, mais force est de constater qu'aujourd'hui encore, dans une réunion, on va principalement regarder, alors évidemment,
l'homme, et de préférence celui qui aura les cheveux blancs. Désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par mathématiques, mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion sur laquelle il va falloir qu'on arrive à travailler, de jeunesse égale incompétence. Vous avez parlé des quartiers prioritaires de la ville, on parle des jeunes, notion qui ne représente rien, si ce n'est un critère d'âge, mais on doit se reconnaître qu'aujourd'hui, les jeunes ont à affronter des réalités extrêmement différentes selon le délit de sale gueule, le délit de sale adresse, même s'ils avaient noté que ça n'avait pas été énormément relevé. Dans le délit de sale adresse, je ne vais pas mettre le fait d'être issu d'un quartier dit difficile, mais le fait de ne pas avoir accès à ces modèles positifs d'identification. Énormément d'initiatives ont été faites par les entreprises et par le gouvernement. Un jeune, un mentor, puisque c'est vrai qu'il faut bien se rappeler que ce qu'on peut voir, on peut l'être. Donc automatiquement, je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit encore pousser, aller les chercher. Rappelons-nous qu'énormément de métiers en tension, on en parlera dans les tables rondes qui vont suivre, mais ces jeunes n'ont même pas accès à ces emplois et à la simple annonce de ces emplois. Donc nous regarderons comment aller davantage sur ce terrain-là. Vous avez également parlé de l'handicap. Du handicap, le handicap invisible est un vrai sujet, là aussi lié aux biais inconscients et aux préjugés de la représentation. De manière générale, on estime qu'un handicap, c'est quelque chose qu'on doit voir, mais c'est bien souvent pas le cas. Donc on doit véritablement aussi se former, se sensibiliser sur ces sujets-là. Et les femmes, vous avez mentionné le sujet des femmes. Alors les femmes dirigeantes, en effet, peut-être une évolution, on a réussi à briser un premier plafond, mais certainement pas le plafond de verre. Et j'espère que lorsque nous nous reverrons pour le prochain bilan, pour le 10e bilan, on se dira qu'une femme, lorsqu'elle est nommée à la place d'un homme, elle ne deviendra pas directrice générale, mais restera bien PDG, comme ce fut le cas de son prédécesseur. Donc un bilan positif grâce à la mobilisation de nos entreprises, une reconnaissance aussi de la contribution des entreprises à notre modèle de société. Et j'espère que le bilan, ça sera vraiment de se dire que performance, excellence et bienveillance sont inévitablement le triptyque gagnant pour notre modèle de société. Bonjour, bienvenue sur la table ronde Regard croisé, les actions des entreprises et de l'État pour faire face aux défis de l'emploi des jeunes. Alors, j'en profite pour remercier Lydia qui nous a rejoints, qui était déjà sur la restitution au préalable. Merci aussi à Assaël Adari et à Yann Tanguy. Je suis très heureuse d'accueillir les nouveaux intervenants, donc par commencer par Audrey Pelois qui est la DRH du groupe Bertrand Restauration, Thibaut Guilhuy, vous êtes le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Alexandre Viros, le président France du groupe ADECO, et Lydia Mediani, toujours là, présente, ambassadrice de la Charte de la diversité. Alors, vous avez vu lors de la restitution, il est apparu que le critère de l'âge est un critère sur lequel les entreprises souhaitent s'engager. Or, il se trouve que d'autres études sont parues à la fin de l'année. On s'est aperçu qu'il y avait de grosses difficultés d'emploi pour les jeunes, notamment quand on prend le baromètre du Défenseur des droits ou l'étude BVA pour la Fondation Jean Jaurès. Il s'avère qu'il y a eu une reprise économique puisque dans le secteur privé, il y a plus 0,5% d'emplois qui ont été créés, ce qui représente à peu près 96 000 emplois. Mais il y a un véritable paradoxe parce qu'à côté de ça, il y a une situation beaucoup moins enviable, c'est les 440 000 jeunes qui se retrouvent à l'heure d'aujourd'hui sans emploi. La reprise économique a également entraîné pour certains secteurs d'activité des difficultés de recrutement. On a parlé du numérique, du secteur de la santé, du secteur de l'industrie, ce qui a un petit peu poussé le gouvernement à ajouter 100 000 formations supplémentaires sur la plateforme Un jeune, une solution. Alors, je vais me tourner vers vous, Thibaut Guilhuy, parce que depuis l'été 2020, on sait que le gouvernement s'est énormément investi aux côtés des jeunes à travers son dispositif Un jeune, une solution. Je voulais qu'on fasse un petit peu un état des lieux de l'ensemble de ce dispositif et les derniers chiffres où on en est. Bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'emploi des jeunes, c'est une priorité du gouvernement et qui a pris une acuité toute particulière au sortir du premier confinement.
Et c'est dans ce cadre qu'on a mis en place Un jeune, une solution. Pour répondre à l'urgence, faire en sorte qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée et que les jeunes ne soient pas à nouveau, comme à chaque crise, ceux qui payent le plus lourd tribut en fait, à cette situation, mais aussi, et en rebond, je pense aux études dont vous nous faisiez part, je pense qu'on pourrait reprendre toutes ces études-là depuis les 30 dernières années, et ça fait quand même très longtemps qu'on vit dans un pays où il faut quand même bien se dire que collectivement, on a du mal à accueillir nos jeunes dans l'emploi, avec un surchômage et aussi beaucoup de jeunes qui sont sans études, sans diplôme, sans formation. Alors face à ça, il y a un volontarisme, mais un volontarisme qui n'est pas que celui du gouvernement justement, et je pense que c'est l'esprit d'Un jeune, une solution. C'est d'une part de s'adresser à tous les jeunes dans son immense diversité, donc vous avez parlé de formation, mais c'est évidemment l'accès à l'emploi et donc toutes les aides qui ont pu être mises en place à ce propos. Il y a l'énorme travail sur l'apprentissage. On avait battu déjà en 2020, qui était quand même une année particulière, les records en franchissant les 500 000 contrats d'apprentissage. Et là, cette année encore, grâce à la mobilisation des entreprises, le soutien du gouvernement certes, mais la mobilisation des entreprises, on est à plus de 700 000 contrats d'apprentissage et donc on est en train d'en faire une voie d'excellence. L'emploi, la formation, mais pour aussi parler de l'accompagnement à la création d'entreprises, l'engagement aussi, le service civique qui est quelque chose qui pour nous est très important parce que les jeunes aspirent à rechercher du sens et à s'impliquer dans l'intérêt général et en plus de ça, ces missions-là sont source de développement, de confiance, de compétences et du coup on observe que ces jeunes qui se sont engagés pour les autres trouvent après plus facilement leur place dans l'entreprise. Donc répondre à tous ces jeunes, c'est le premier objectif d'Un jeune, une solution. Mais le deuxième, c'est que la deuxième particularité, c'est l'esprit de co-construction donc avec les entreprises. Et que dès le départ, on a fait appel aux entreprises, mais j'ai presque envie de dire, d'ailleurs je crois qu'il y a Stéphane Roussel qui nous rejoindra tout à l'heure, mais qui a fait partie un peu de ces pionniers, c'est plutôt les chefs d'entreprise qui ont appelé les autres chefs d'entreprise à dire recruter des jeunes dans ce moment de crise, certes, mais parce qu'au sortir de la crise, ça sera le meilleur investissement que vous pouvez faire à la fois pour vos entreprises et à la fois pour la société. Et donc, c'est ce mouvement-là, on l'a démarré avec, il y avait aussi évidemment ADECO, avec Alexandre Viros, ils étaient 35, aujourd'hui on est plus de 20 000 entreprises qui sont engagées, 65 filières professionnelles, et je dois dire que les entreprises pour la cité sont un partenaire absolument essentiel, clé, opérationnel depuis le début de ce mouvement Les entreprises s'engagent. Et donc c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous. 4 millions de solutions, enfin si on parle de résultats, hein, on a parlé de l'apprentissage, mais quand même plus globalement, c'est 4 millions de jeunes qui ont trouvé une solution. La plateforme Un jeune, une solution.gouv.fr, c'est aussi l'illustration, je dirais, de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire des petits publics qui soient orientés bénéficiaires, parce que c'est bien d'offrir plein d'opportunités, un panel d'opportunités aux jeunes, mais c'est important qu'ils s'y retrouvent. Et donc, ils sont maintenant plus de 10 millions, plus de 10 millions d'utilisateurs de cette plateforme, à la fois pour les jeunes et à la fois pour les entreprises. Donc, je dis aux entreprises qui sont là, qui ne font pas encore partie de ce mouvement, évidemment, engagez-vous sur Un jeune, une solution. On vous accompagne avec des aides financières, évidemment, des services, de l'accompagnement, parce que l'objectif, c'est que, en fait, on aligne l'intérêt des entreprises avec l'intérêt général, l'intérêt de tous. Et donc, plus on vous aidera à booster vos recrutements pour les jeunes, et plus ça sera gagnant pour nous tous. Bon, eh bien, merci beaucoup. Je reviendrai vous poser quelques questions à la fin de cette table ronde. Là, je m'adresse à Alexandre Viros. Donc là, vous êtes un acteur clé du monde de l'emploi. Comment on peut expliquer ce paradoxe justement de ces jeunes qui ont des difficultés à trouver un emploi et de ces secteurs qui sont en recherche? Bon, quand on parle des jeunes, on sait que c'est beaucoup de jeunes qui ne sont pas diplômés, puisque les jeunes diplômés, à 80%, ils trouvent un emploi à la sortie de leurs études. Pour les titulaires du baccalauréat, ça chute à peu près à 60%, et on est à 27-28% pour les non-diplômés. Alors comment on explique ça? Comment on explique ces difficultés en fait? Bonjour et merci de m'inviter. Je pense que beaucoup de choses qui expliquent ce phénomène sont dans la question que vous posez. La France est malheureusement beaucoup une société du diplôme. Et donc, comme vous le disiez, si on a le bon diplôme au démarrage, ça fonctionne un petit peu comme une franchise, si vous voulez. Donc, toute votre vie, vous pouvez tirer des droits sur cette franchise. Et tant mieux pour ceux qui l'ont.
Mais après, on se retrouve dans une situation où il y a les vainqueurs et les vaincus de la méritocratie. Et les vaincus de la méritocratie, ils traînent ça toute leur vie. Donc je pense que c'est cette logique-là qu'on est en train de casser et qu'on veut casser aujourd'hui. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu démenti par les faits. C'est démenti par les faits parce qu'on sait que 2/3 des travailleurs aujourd'hui exercent une fonction qui est sans lien avec le diplôme initial. Donc ça veut dire que dans la vie, il y a une correction, mais que cette correction, elle est liée à une chose, selon moi, c'est la formation. Et c'est très important d'avoir un raisonnement autour d'une formation tout au long de la vie et qu'on sorte un petit peu de cette logique du diplôme d'origine qui, encore une fois, je pense, nous enferme. Et c'est un mal très profond de la société française. Et Thibaut y est très sensible. Ça, c'est la première chose. Mais vous voyez, il y a une évolution. La deuxième évolution que moi j'observe, et ça aussi c'est positif, c'est qu'on postule, aujourd'hui on a des postulations, des offres d'emploi, qui mettent beaucoup plus en avant qu'auparavant les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être, les comportements, donc c'est-à-dire ce qu'on est en soi et pas juste ce qu'on a fait. Et ça aussi c'est important, c'est d'autant plus important dans un monde où il y a de la pénurie que si on continue de chercher des gens pour faire quelque chose qu'ils ont déjà fait dans le passé, on n'y arrivera jamais et c'est complètement absurde et on est condamné comme ça à avoir le diplôme des origines. Donc il y a des changements qui s'opèrent, mais je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Par exemple, avec certains, moi je pousse beaucoup le recrutement sans CV, c'est-à-dire complètement centré sur ces fameux soft skills. Ça, je pense que c'est un changement important, parce que la réalité, c'est que qui vous êtes, vous pouvez évoluer, mais ça ne change pas. Et ça, c'est votre actif. Et notamment quand on parle des jeunes qui n'ont pas de diplôme, leur donner confiance, c'est leur donner confiance en qui ils sont. Et après, on peut former. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, donc là, c'est vraiment pour moi le sujet majeur, c'est-à-dire c'est le mal de la société française. Deuxième point, c'est qu'il y a des filières, qui soit véhiculent des fantasmes ou soit qui sont mal connues. Si on prend la filière technologique que je connais bien, notamment par ma vie passée, il y a beaucoup d'a priori. C'est pour ça que c'est une filière où il n'y a pas assez de femmes. C'est une filière où on considère qu'il faut avoir eu des diplômes nécessairement Bac+5 pour y arriver, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des besoins importants et on peut former une fois qu'on est au travail, en situation de travail, y compris au métier de la technologie. Donc ça, c'est important. Deuxième filière, vous voyez, complètement différente, c'est les filières du transport. On peut commencer conducteur poids lourd et là, c'est une filière qui propose des évolutions professionnelles extrêmement intéressantes. En fait, vous pouvez en permanence évoluer. Donc je pense que comme tout phénomène, c'est assez complexe. Le phénomène majeur, c'est la maladie du diplôme, il faut guérir, donc on va y arriver. Et ensuite, c'est la lisibilité des différentes filières. Et je voudrais également qu'on revienne sur vous, ADECO, vous êtes attaché à la formation. Vous avez mis en place ce qui s'appelle le CDI apprenant. Pour vous, la formation, l'apprentissage, le CDI apprenant, ce sont des leviers pour aller chercher justement les jeunes, pour les aider à trouver un emploi? Pour moi, et l'ensemble du groupe ADECO, la formation, c'est ce qui intègre emploi et employabilité. On ne peut pas séparer les deux. Ça, c'est important de le comprendre. Dans un monde où, en plus, les compétences pour un métier donné, elles sont caduques maintenant au bout de 2, 3, 4 ans. Vous savez, on dit beaucoup que les jobs de demain, ils n'existent pas encore, mais c'est encore plus compliqué que ça. C'est que pour un métier donné aujourd'hui, pour l'exercer encore dans 5 ans, il va falloir changer de compétences. Donc il faut intégrer ce que les anglo-saxons appellent le reskilling ou l'upskilling, enfin c'est la montée en compétences ou l'acquisition de compétences, comme une espèce d'hygiène de tous les jours. Et ça, c'est la responsabilité des entreprises. Vous mentionniez le CDI apprenant, ça c'est un exemple des actions que nous avons, c'est-à-dire que là on recrute en CDI, alors qu'on est une entreprise d'intérim, on recrute en CDI, on va pouvoir c'est-à-dire déléguer au motif de l'intérim chez certains de nos clients, mais on va former. Et je vais vous donner un exemple, j'étais à Lille il y a quelques temps, il y avait un jeune, donc ça c'est une vraie histoire, un jeune qui sort de son lycée, il y a une agence sur son chemin, là il est recruté, il est intérimaire, ça marche bien, on lui propose de passer en CDI apprenant, et là, il a 20 ans, donc il est vraiment jeune à ce moment-là, et là il va être formé au métier de la fibre optique, à être conducteur poids lourd et même à la maçonnerie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette logique de formation tout au long de la vie, mais qui arrive très tôt dans sa vie,
on en fait une sorte de champion du monde, ou en tout cas champion de France, quoi, de l'employabilité. Et c'est cette logique-là que nous, on a à cœur de développer, et tout le monde s'y retrouve. Je veux dire, l'économie s'y retrouve, puisque la compétence, c'est crucial pour pouvoir se développer. On fait ce qu'on appelle de la performance sociale. L'expression n'est pas très jolie, mais ça veut vraiment dire qu'on aide les travailleurs, les jeunes en particulier, les jeunes travailleurs à se développer. Et à la fin, nous-mêmes comme groupe, finalement, on considère que c'est le meilleur vecteur de réalisation de notre mission. Pour certains jeunes, on sait qu'ils ont un rapport avec le monde de l'entreprise qui est un petit peu différent par rapport aux anciennes générations. Beaucoup sont attachés à l'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Ça a beaucoup bouleversé le monde du travail. Voilà. C'est quoi votre opinion là-dessus? Alors, on entend beaucoup parler de monde d'après et de mode de travail hybride. Évidemment, ils vont s'imposer. Moi, je pondérerais un tout petit peu cette lecture qui vise à dire que bon, on a un bouleversement majeur et que demain ne ressemblera pas du tout à aujourd'hui. Moi, ça dépend de qui on parle, et les jeunes ne sont pas un bloc homogène, pas plus que qui que ce soit d'ailleurs n'est un bloc homogène. Donc moi, si je regarde en particulier l'étude, on a fait une étude sur les ouvriers, parce que vous savez, à Adecco, nous c'est très col bleu, bon, sans grande surprise, et c'est vrai, pas que des ouvriers, le premier critère c'est quand même le pouvoir d'achat, c'est le salaire. Donc il y a des choses qui ne changent pas, et ça je pense que ça ne change pas. Donc il ne faut pas se raconter de bêtises trop rapidement en disant bah, finalement en fait le demain il n'y aura que de la recherche de sens et d'épanouissement personnel, et finalement la question de la juste rémunération ou du CDI sont annexes. D'ailleurs on voit aussi que je pense à ça puisqu'il y a quand à écouter certains, tout le monde voudrait être une société de freelance. Bon, c'est super pour ceux qui peuvent être des freelances, mais enfin il n'empêche le CDI continue d'être un peu le Graal, et pour de bonnes raisons, parce que c'est le socle du contrat social français. Les jeunes sont appétents au CDI, d'ailleurs préfèrent un CDI que d'autres formes plus précaires d'emploi. Encore une fois, il y a évidemment des gens qui peuvent se permettre d'avoir leur liberté, pour peu qu'ils aient eu le bon diplôme, etc. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais donc moi, je suis méfiant là-dessus, sur disons, les conclusions un peu trop hâtives sur ce fameux monde de demain. D'accord. Lydia, vous voulez dire deux mots après ce qu'on vient d'entendre, à la fois sur ce que Thibault a expliqué, sur ce que Alexandre Viros aussi nous a expliqué? Je crois que c'est fondamentalement la force des entreprises pour la cité. On est des entreprises, on se met ensemble et on réfléchit justement à ce modèle de société qu'on veut bâtir. Je trouve que le point d'Alexandre très juste. La crise, elle a été un incroyable accélérateur et en même temps un révélateur de la société qu'on voulait créer et de ce qu'on voulait faire ensemble. On s'est rendu compte avec la crise du Covid, le télétravail, toutes les générations elles ont été confrontées à cette réalité. Du jour au lendemain, on a dû se réinventer collectivement. Et on s'est rendu compte, c'est ce que je disais dans mon propos liminaire ce matin, l'emploi finalement c'est l'intégration dans la communauté de citoyens. C'est à la fois l'apprentissage des valeurs, des codes, c'est se découvrir soi-même quand on est jeune également. Et toutes les actions qui ont été mises en place par le gouvernement vont dans ce sens d'une alliance, d'un pacte républicain, ou la méritocratie à la française dont on peut être fier. Moi, j'ai eu une expatriation pendant 6 ans en Suisse, qui est un pays où, en effet, on est plus dans une culture de l'apprentissage, de la valeur travail, où véritablement, je me souviens d'une anecdote où, je vais copier mon voisin sur les anecdotes, mais on recrutait un poste très élevé pour Nestlé, puisque c'est les fonctions que j'occupais de porte-parole à l'époque. Et l'une des questions que j'ai posées, que je trouvais très pertinente, nécessairement, était mais quelle école avez-vous faite? La personne avait bien 45 ans devant moi et mon patron m'a regardé mais totalement déstabilisé en me regardant, mais c'est la question la plus stupide qu'on ait jamais posée à quelqu'un qui est sorti de l'école il y a plus de 20 ans. Et en effet, je pense que j'étais restée infiniment française dans mon rapport, parce qu'on cherche quand même, il faut aussi se l'avouer, on parlait des biais inconscients tout à l'heure, ben, on cherche des mini-nous, donc c'était rassurant de se dire si c'était quelqu'un qui avait été diplômé en droit, et puis alors en sciences politiques, ça serait encore plus facile pour parler le même code, le même langage. Donc on a encore en effet ce culte, bien plus que la culture d'ailleurs, c'est un culte du diplôme, avec aujourd'hui peut-être une opportunité collectivement, et c'est ce que permet les entreprises pour la cité, de partager nos bonnes expériences. Il n'y a rien de compétitif à se le partager.
On vit tous dans la même communauté de citoyens. Donc, ce dont vous avez parlé du CDI apprenant, on est dans une société où on a besoin de s'intégrer, on a besoin d'avoir un logement, et sans CDI aujourd'hui, c'est quand même compliqué. On a également besoin peut-être de se réinventer collectivement sur notre droit et notre définition à la réussite. Qu'est-ce que c'est réussir? Est-ce que ce n'est pas finalement se réussir? C'est ce que vous mentionnez, avec un parcours de vie qui n'est plus linéaire aujourd'hui, et avoir le privilège de peut-être avoir plusieurs métiers dans une seule vie, de jouer tous les rôles de notre vie. Et ça, c'est l'entreprise qui va pouvoir le faire, parce que finalement, plus vous allez avoir un collaborateur épanoui qui va pouvoir aller dans différents métiers, échanger, plus vous avez la chance d'avoir cet investissement que vous avez fait sur lui, puisque les formations, c'est un investissement lourd d'une entreprise. Un patron ne se lève pas un matin en disant « Tiens, si je virais une partie de mes effectifs », on a envie de faire grandir nos talents avec nous. Donc c'est à la fois aussi changer donc ce regard, peut-être collectivement, sur la réussite, sur l'emploi, peut-être donner à voir aussi nos réussites françaises, pas uniquement celles de nos grandes écoles, sans pour autant sacrifier ce parcours d'excellence, mais montrer que nos réussites françaises, ce qui fait la force de la France, c'est aussi nos itinéraires bis, c'est notre capacité en tant qu'entreprise à être des Waze et permettre à nos collaborateurs de prendre des chemins alternatifs. Avec la crise de la Covid, il faut être très clair, on a besoin de se réinventer ensemble, sinon nos entreprises ne tiendront pas. Et une entreprise, une économie qui ne fonctionne pas, malgré toutes les bonnes initiatives du gouvernement, ne donneront rien, puisque comme l'a très bien rappelé Thibault, c'est qu'ensemble qu'on y arrivera. Donc avec Un jeune, une solution, on a allié nos forces. Reste aujourd'hui encore à faire venir peut-être le monde de l'éducation. Et à partir de là, la France retrouvera, je crois, son rôle de grande puissance, aussi bien sur le terrain de l'éducation que de l'économie. Merci beaucoup, Lilia. Merci. Là, je me tourne vers Audrey Pelois. Bonjour Audrey. Donc vous êtes DRH, je le rappelle, du groupe Bertrand Restauration. Exactement. Donc vous êtes effectivement sur un secteur qui a connu un peu des stop and go, entre des périodes où vous aviez besoin de recruter beaucoup et que ce n'était pas toujours évident de trouver. Des périodes où nos équipes étaient totalement à l'arrêt. Donc voilà, effectivement, et puis d'autres périodes avec le télétravail qui augmentait, où là, pour le coup, vous aviez un peu moins besoin de recruter. Donc, c'est pas toujours simple. Vous vous adressez surtout à une population très jeune, excusez-moi. Voilà, donc je vous donne la parole. Vous, quels sont les leviers, comment vous faites pour attirer ces jeunes, justement? Alors, effectivement, nous, on a cette chance dans le secteur de la restauration, c'est qu'on a un atout, c'est de ne pas considérer le manque d'expérience comme un frein à l'embauche. Donc, aujourd'hui, c'est un de nos avantages. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le groupe Bertrand Restauration, la moyenne d'âge, c'est à peu près 34 ans. Et on a à peu près 25% de nos équipes qui sont des jeunes de moins de 25 ans. Et avec dans ces équipes des directeurs d'établissement, des chefs de cuisine, donc des collaborateurs qui ont des jobs à responsabilité, qui ont entre 25 et 30 ans. Donc ça, c'est un véritable avantage. Après, les leviers de recrutement, ils sont multiples. Déjà, on travaille avec une cinquantaine d'écoles partenaires qui dispensent des cursus spécialisés dans la restauration. On en a parlé tout à l'heure, mais notre secteur en est la preuve. L'apprentissage, c'est aujourd'hui un moyen d'intégrer des jeunes, de former des jeunes et puis de développer leur employabilité. Et c'est un dispositif hyper bénéfique à la fois pour les jeunes et pour les entreprises. Et je pense que quels que soient les secteurs d'activité, il faut absolument promouvoir ce dispositif. Après, on va aussi à la rencontre des jeunes sur des salons où là, on est plutôt en rencontre avec de jeunes collaborateurs qui sont en recherche d'emploi. On leur présente nos métiers. On y va avec des professionnels, des gens qui travaillent sur le terrain pour leur transmettre ce que c'est la restauration, la passion, etc. Et puis, on a développé aussi des partenariats associatifs. Cette fois, c'est plutôt pour aller à la rencontre de jeunes qui ont plus de difficultés à s'intégrer dans les entreprises et à pénétrer le milieu de l'entreprise. On travaille et on collabore avec des associations comme l'école de la deuxième chance, avec Sport dans ta ville, parce que c'est aussi des rencontres autour d'événements sportifs qui nous permettent de parler de nos métiers, d'attirer les jeunes dans notre secteur. Et puis un peu plus récemment, on a décidé aussi d'aller à la rencontre des collégiens.
Cette fois-ci, c'est pour, voilà, pour générer et pour susciter des vocations. Parce que je pense que dès le collège, on peut se poser des questions et se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Et le rôle des entreprises, c'est aussi d'aller parler de leur métier et puis de transmettre voilà, ce qu'on vit au quotidien pour donner envie aux jeunes de nous rejoindre. Et aux jeunes, on sait qu'il y a des jeunes qui s'autocensurent. Par exemple, je cite l'exemple d'un jeune qui voudrait faire carrière, pourquoi pas dans la cuisine, devenir un grand chef, et qui se dit d'abord, c'est pas pour moi parce que j'ai pas les moyens de faire une école hôtelière ou une école de cuisine, voilà, ou parce que je n'y arriverai pas, parce qu'il n'a pas peut-être le réseau pour. À ces jeunes-là qui s'autocensurent, qui s'empêchent, ils se mettent aussi des barrières, vous avez quel message à leur adresser? Alors, le message est assez simple et il reprend un peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'alors. Moi, j'ai envie de leur dire que les métiers de la restauration, c'est des métiers qui sont accessibles à tous et quel que soit le niveau de diplôme. On en a parlé, c'est aussi l'envie, c'est la passion, c'est chez nous le sens du contact et puis le sens des responsabilités, c'est des qualités tout aussi importantes que le niveau de diplôme. Donc ça, c'est voilà, un élément majeur. Après, on a cette chance aussi dans le secteur de la restauration de pouvoir proposer des CDI. Nous, c'est voilà, 90% de nos emplois dans le groupe. Et puis, du temps plein dans le groupe. Donc, deux éléments quand même extrêmement importants pour des jeunes qui ont envie d'intégrer une entreprise avec un peu de sécurité et dans un environnement où ils pourront effectivement évoluer. Et puis, on en a parlé aussi, mais la restauration, c'est un secteur où l'esprit d'équipe et les interactions humaines sont vraiment au cœur des organisations. C'est-à-dire que la convivialité, c'est avec nos clients, mais c'est aussi avec nos collaborateurs. Donc, je pense que c'est quand même un environnement dans lequel on peut s'épanouir. Et puis, on en a parlé également tout à l'heure, mais les possibilités d'évolution de carrière dans la restauration, elles sont ouvertes à tous. Elles peuvent être extrêmement rapides, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation sur le terrain, nous, on a un organisme de formation en interne qui dispose des formations en gestion, en management et qui permettent très rapidement à nos collaborateurs d'accéder à des fonctions de jeunes chefs d'entreprise. Parce que finalement, quand on pilote un restaurant, on est un jeune chef d'entreprise. Et puis, en dernier lieu, et ça on en est assez fiers, c'est qu'aujourd'hui le groupe a des réseaux de franchise. Donc notre objectif aussi, c'est de pouvoir accompagner nos collaborateurs dans leurs ambitions entrepreneuriales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ses preuves, évolué dans l'entreprise, notre objectif, c'est aussi de pouvoir accompagner les gens qu'ils souhaitent à devenir leur propre patron et à ouvrir leur propre restaurant. Donc c'est une grande fierté pour le groupe. Merci beaucoup. On va accueillir Stéphane Roussel, qui est l'ambassadeur de la Charte de la diversité, président des entreprises pour la cité et également directeur des opérations de Vivendi. Bonjour Stéphane. Donc moi je voulais avoir votre opinion sur tout ce qui vient de se dire. En résumé, évidemment, c'est un moment assez magique finalement, cette crise, parce que tout le monde l'a très bien dit. Il y a une sorte de hiatus qui apparaît au grand jour entre le paradoxe français où on donne une culture générale à un plus grand nombre. Là, on peut être fier de ça, puisque par rapport à d'autres pays, c'est quand même vrai. Mais par contre, pour préparer à ce qui est du monde du travail, c'est pas ça. C'est-à-dire que les mondes de l'éducation et le monde du travail sont étrangers presque. Alors heureusement, il y a des initiatives au niveau du gouvernement. Thibault en est la preuve, puisqu'il est haut-commissaire à l'emploi, et qui, je pense que sa principale plus-value, c'est de jouer cette transversalité entre tous les ministères. Mais le fait même que ça existe prouve quand même qu'on a un retard français qui a été très bien dit, et qui est même plus en amont que ça. C'est-à-dire que même dans le monde de l'éducation, on parlait des soft skills, on peut dire qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que tant qu'on est à l'école maternelle, à la limite, les soft skills, elles sont travaillées, on est en atelier, on est plutôt intelligent, et plus on avance dans les études, plus on se met en randonnion et on oublie ça. C'est-à-dire qu'on est plutôt bien en maternelle, puis après en primaire, on commence à se mettre en rang, puis après au collège, et puis après on ne parle plus du savoir-être en fait. Et on peut même réussir à avoir des diplômes en étant pas très doué en termes de savoir-être. Et alors c'est encore plus aggravé par le fait que, comme l'a très bien expliqué Alexandre, c'est que le diplôme devient le passeport pour après.
Or, dans la vie vraie, dans la vie professionnelle, c'est justement souvent le savoir-être qui fait la différence. Donc, pourquoi je dis qu'en ce moment on a une opportunité, c'est qu'avec la nécessité de recruter en masse, finalement, on se réveille sur tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on a réalisé tout ce qu'on a tous dit, c'est aussi parce qu'il y a une nécessité de recruter sur des postes à haut niveau de pénibilité, il faut le dire. Et on a vu qu'avec la crise, Lydia parlait de la démission, la grande démission aux États-Unis, mais elle existe un peu en France aussi. Alors elle est un peu cachée par les aides, elle est un peu... Enfin, quand même, il y a un problème et on a du mal à faire revenir. Il y a des hôtels qui ferment des chambres parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Il y a des hôpitaux qui ne peuvent pas donner tous les lits, et pas seulement à cause du Covid, parce qu'il manque de personnel. Et la grande distribution qui a du mal à recruter. Enfin, je simplifie, mais il y en a beaucoup comme ça des exemples. Hein, et vous aussi, vous l'avez bien témoigné sur la restauration. Alors que le paradoxe, c'est que c'est des endroits où la promotion sociale est extraordinaire. Moi, avant d'être chez Gendy, j'étais chez Carrefour. Quelqu'un qui commence chef de rayon, il peut devenir directeur de magasin. Et qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas son diplôme. Et on ne lui demande pas, 15 ans après, comme l'expliquait Lydia, ce qu'il avait fait comme étude. Et je trouve que l'initiative d'Adecco, d'ailleurs, de mettre le CV de côté est certainement voilà, une belle illustration. Mais, encore une fois, tout ce qu'on se dit entre nous là, vous inviteriez quelqu'un d'éducation, il s'évanouit parce que c'est pas son monde. Et à la limite, il faut l'aider. C'est-à-dire qu'à la limite, on laisse donner cette culture générale, mais il faut que très en amont, on puisse travailler sur les soft skills de nouveau. Et peut-être qu'on en parlera aussi à travers des initiatives qui sont prises, surtout avec un mentor, parce qu'en fait, un jeune en mentor, le mentor, il n'est pas là pour faire réussir les examens de ça. Pour le coup, tout le monde essaye d'aider les personnes à avoir le diplôme. C'est de donner les codes de la route culturelle. Et souvent, l'injustice sociale, elle n'est pas simplement l'accès au diplôme, elle est sur l'accès à des codes culturels, et qui ne s'apprennent pas à l'école. Et des associations comme Télémac travaillent très en amont en offrant à des élèves de 5e, 4e de pouvoir aller au théâtre. C'est presque aussi important que d'avoir un répétiteur pour aider pour les études. Voilà ce que j'ai envie de dire en ce moment du débat. Mais voilà, c'est ma première... c'est dans le prolongement de tout ce qui a été dit pour l'instant. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Audrey, on va vous abandonner. Pareil, Alexandre Viros, merci infiniment pour votre intervention. Et on va accueillir Sophie Moyedine, qui est la DRH du groupe Maison du Monde. On aura également le témoignage de 3 jeunes filles qui ont pu bénéficier justement du mentorat, de l'apprentissage et qui vont revenir et qui vont partager avec nous leur expérience. Donc à tout de suite. Alors, selon le dernier baromètre du Défenseur des droits, il y a un jeune sur 3 qui a déclaré avoir subi de la discrimination au moment notamment de sa recherche d'emploi. Il y en a même 60%, je crois, lors d'un entretien ou lors d'un entretien à l'intérieur même de leur organisation pour demander une promotion. Vous, Sophie Moyedine, donc vous êtes DRH du groupe Maison du Monde, vous êtes un groupe en pleine croissance, vous recrutez énormément de jeunes, vous avez 25% de votre effectif qui a moins de 25 ans, une moyenne d'âge de 34 ans. Est-ce que vous menez du coup des politiques pour lutter contre ce sujet de la discrimination en entreprise ? Absolument. Alors nous, la politique, elle est pas que RH, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui quand même touche à l'environnement culturel dans lequel l'entreprise se situe. Et je trouve que c'est important que l'ensemble des managers s'approprient en fait cette démarche de non-discrimination. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que d'abord, nous avons travaillé pendant plus de 2 ans sur notre raison d'être. Il est apparu, en fait, dans notre raison d'être, on était très engagés sur le plan environnemental. Bien sûr, nous sommes un vendeur de meubles et de décoration, donc ça paraissait naturel qu'on s'engage là-dessus, un peu moins sur le volet sociétal. Et en fait, quand on a travaillé sur notre raison d'être, la notion sociétale, et notamment l'égalité des chances, est vraiment apparue comme un enjeu majeur, puisqu'on ne peut pas s'appeler Maison du Monde et prôner l'ouverture au monde, et en même temps avoir une culture, en tout cas, qui ne favorise pas cette ouverture au monde. Alors bien sûr, nous avions un terreau fertile en fait, pour pouvoir faire ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes une activité de retail, parce que nous sommes implantés dans des zones notamment proches de quartiers qui peuvent être plus ou moins favorisés. Et donc on est le reflet, on est à l'image, enfin nos effectifs sont à l'image de là où s'implantent nos magasins.
Néanmoins, il nous fallait une démarche plus volontariste. Et donc, nous avons en effet mis en place tout un dispositif autour de l'égalité des chances et en particulier autour de 3 leviers. Le handicap, et c'est une part en effet de discrimination qui existe. Et là, nous avons un gros volet culturel, en tout cas d'action, de sensibilisation et de formation en interne. Nous avions le volet autour des jeunes, bien sûr. Et donc, nous avons mis en place une démarche de partenariat avec Article 1, qui est une des associations majeures qui a été choisie par le gouvernement pour porter justement le sujet de Un jeune, un mentor. Ils sont actifs dans le mentorat depuis bien longtemps. En cela, nous avons été acteurs du sommet de l'inclusion économique et on travaille beaucoup avec Mosaïque RH pour porter en tout cas tous ces sujets-là. Et donc, on a maintenant, alors pour l'instant, le mentorat, on l'a ouvert à nos senior managers. Ils sont plus de 70% à s'être engagés dans la démarche. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un sujet, en effet, où c'est important que culturellement, le management porte en tout cas ce dispositif plutôt que la fonction RH uniquement parce qu'elle porte des valeurs. Et donc, on est en train de le déployer à l'ensemble de notre corps managérial, donc plus de 270 managers qui vont œuvrer également autour du mentorat pour accompagner un certain nombre de jeunes. Et enfin, le 3e volet, qui est le volet autour de l'égalité des hommes et des femmes. Et donc là, nous sommes déjà en très bonne position, puisque nous sommes dans le top 5 des entreprises du SBF 120 à être reconnues, en tout cas, sur nos actions en matière d'égalité hommes-femmes. Mais nous voulons aller plus loin, et donc on a tout un tas de volets et de plans d'action 2025 autour de l'égalité hommes-femmes pour favoriser justement la non-discrimination. Alors, quand on a préparé cette table ronde, à un moment, on a évoqué les stages de 3e. Alors, stage de 3e pour beaucoup d'entreprises, on se dit, mon Dieu, qui s'investissent, qui n'y croient pas trop, se disent finalement, ils sont jeunes, c'est qu'une semaine, c'est un stage d'observation. Vous, par contre, vous avez insisté sur le fait que ça faisait partie aussi, c'était un moyen d'aller vers plus d'employabilité des jeunes. Je voudrais qu'on dise 2 mots là-dessus, sur ces stages de 3e. En fait, ça part d'une conviction assez forte qui est de dire il y a 2 moments clés. En fait, on se pose des questions sur son orientation. Il y a le stage, il y a la 3e, parce qu'ensuite, on doit se déterminer vers quelle voie on veut se tourner. Et puis, il y a en effet les stages qui concourent à préparer finalement l'entrée dans la vie professionnelle. Et en fait, ce stage de 3e, il est assez peu, comment dire, on y investit assez peu de temps, c'est vrai, dans les entreprises. Parce que c'est, voilà, on se dit, c'est un stage pour voilà, découverte. Donc, découverte de quoi? Il va rester là et puis il va voir comment les gens travaillent et puis il fera bien un petit rapport qui va bien. Franchement, nous, on pense que cette étape-là, elle est majeure. Parce que déjà sur le plan, encore une fois, culturel en interne, le fait d'avoir un vrai programme structuré qui permet en effet aux managers, aux collaborateurs de s'investir pour montrer leur métier, expliquer leur métier et potentiellement faire la petite étincelle qui va bien, qui peut nourrir un projet professionnel, en tout cas d'orientation déjà au niveau des études en 3e, c'est un enjeu qui est très important. Par ailleurs, on parlait de discrimination. Bon, c'est sûr que si vous avez une mère qui est DRH, un père qui est directeur ou cadre dans une grande entreprise, c'est très simple de trouver son stage de 3e. Néanmoins, pour des jeunes qui sont peut-être un peu plus éloignés, qui n'ont pas le réseau qui va bien, pour pouvoir faire un stage qui veut dire quelque chose, qui est concret et qui apporte une vraie valeur dans le choix d'orientation, en fait, on pense que ça joue aussi là. Donc, tout à fait. Et du coup, à l'égard des jeunes qui sont non diplômés, votre politique à l'heure d'aujourd'hui pour aller les chercher, c'est quoi? Alors, sur le sujet du diplôme, je pense que ce qui a été dit juste avant est extrêmement vrai. Bien sûr, les soft skills vont faire toute la différence. À l'ère où on est en train de parler d'intelligence artificielle, à l'heure où on est en train de se dire qu'il y a tout un tas de métiers qui n'existeront pas demain et en tout cas, on n'a pas en tout cas les formations qui permettent de les préparer. Nous, on investit un gros programme en fait sur les soft skills. On est en train de créer une école du management et donc on veut faire passer vraiment ce message-là auprès de l'ensemble des managers du groupe, qui est de dire finalement le diplôme et l'objectif, ce n'est pas de renier les parcours d'excellence qui existent, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt de dire que le diplôme
est un acquis quel qu'il soit et de quelque nature que ce soit. Néanmoins, ce qui va faire la différence entre une façon d'opérer le métier de façon technique et qui peut être remplaçable, soit par des machines, soit par de l'intelligence artificielle, soit par des événements qu'on ne connaît pas encore. Mais la différence, elle se joue vraiment sur la façon d'opérer, le comment, la manière en fait dont on génère de la créativité, la manière dont on génère de l'innovation. Et donc, on investit beaucoup sur ces compétences comportementales, dans le choix et dans la façon dont on recrute aujourd'hui, et deux, dans la façon dont on va promouvoir nos équipes demain. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on a eu plein de témoignages de dirigeants, de DRH. Et alors là, maintenant, c'est quand même la meilleure partie, c'est les témoignages des jeunes. Bonjour, alors tout d'abord, Mawena, je me tourne vers vous. Je vous laisse vous présenter en 1 minute. Moi, j'ai fait un bac STMG gestion finance. Par hasard, j'ai fini en classe prépa. Et suite à plein de différentes raisons, j'ai fait le choix de l'alternance. Donc j'ai fait une licence économie et gestion en alternance. Donc j'étais chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement. Et pour terminer, j'ai fait un master en marketing digital et analyse de données, en alternance également dans une entreprise qui vend des technologies de l'information, base de données, en tant qu'assistante commerciale marketing digital. Et puis, grâce à mon alternance, j'ai été recrutée en interne cette année en tant que commerciale. Et c'est vrai que pendant mon parcours de ma prépa à mon année de licence, j'ai eu un mentor. Voilà, alors on va en revenir sur le mentorat. Je voudrais juste avoir votre avis sur ce que vous avez entendu précédemment par ces dirigeants d'entreprise, par ces DRH. Qu'est-ce que sur les discriminations, sur les stéréotypes qu'on peut avoir vis-à-vis des jeunes, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors, il y a un aspect positif, c'est qu'il y a, ça bouge, on voit que des choses se font, que le sujet est vraiment pris au sérieux, qu'il y a une évolution. En revanche, ce qu'on souhaite avec le collectif des différentes leaders, c'est qu'on veut plus d'entreprises, que ça s'installe dans la régularité, dans le long terme. Et c'est également pour ça qu'on est à l'initiative de la Journée mondiale de l'égalité des chances depuis 2015, pour que ce soit justement à l'agenda des entreprises et de la France, pour que tous les jeunes puissent connaître les différents dispositifs qui existent justement pour les accompagner et que ça permette justement de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Très bien. Vous avez évoqué le mentorat. Oui. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez en 2 mots ce que ça vous a apporté, votre mentorat. Alors, en 2 mots, le fait d'avoir eu un mentor m'a vraiment permis déjà de prendre conscience de l'autocensure et des croyances limitantes que j'avais. Ça m'a permis aussi, j'étais en prépa, donc c'est les oraux, les concours d'école de commerce, donc préparer l'oral, savoir se présenter. Savoir se présenter, c'est aussi savoir se connaître. Donc il y a eu un énorme travail qui a été fait à ce niveau-là. Et moi, ça m'a permis de tous les échanges que j'avais avec mon mentor, d'avoir des pistes de réflexion qui, moi, m'ont permis après d'aller faire mes recherches, de me chercher, de trouver ma voie justement et de me dire, en fait, moi, je ne veux pas spécialement aller dans une grande école, je veux faire le choix de l'alternance, c'est ce que je veux, et d'avoir eu cette assurance, parfois ce culot de contacter l'entreprise sur LinkedIn et dire moi, je suis intéressée par vos offres. Et c'est vraiment, au-delà de ça, le mentorat, pour moi, c'est une personne qui va pouvoir vous accompagner et vous guider pendant votre parcours et que vous n'avez peut-être pas spécialement dans votre foyer. Moi, à cette époque-là, ma mère avait des problèmes de santé, elle était malade, elle ne travaillait plus. Et donc, c'est vrai que c'était aussi vraiment un plus pour moi d'avoir cet accompagnement. Et donc, je recommande toutes les entreprises d'inciter leurs collaborateurs à faire du mentorat parce que ça permet aussi d'avoir les codes, pouvoir s'adapter, connaître comment fonctionne le milieu, le monde de l'entreprise et de s'y préparer et voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers Mariam. Bonjour Mariam. Alors vous, pareil, vous avez fait un bac STMG après un BTS communication. Puis tout d'un coup, vous vous êtes dit que vous voudriez bien faire du journalisme, mais vous êtes mis un peu des barrières au départ. Vous vous êtes dit que ce n'était pas quelque chose pour vous. J'aimerais qu'on revienne sur votre expérience et pourquoi à un moment, vous vous êtes freiné comme ça. Ce qui m'a freinée dans mon parcours, c'était le manque de représentation. Dans les médias, dans les écoles de journalisme et compagnie, on ne voit pas des gens comme moi qui me ressemblent, des personnes de couleur, ou on en voit peu.
Et du coup, je me mettais des barrières, c'est pas pour moi. Comment est-ce que je vais faire pour y accéder? J'ai pas les mêmes compétences, j'ai pas les codes exactement, j'ai pas les mêmes codes que. Comment est-ce que je vais faire pour m'intégrer? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Et c'est toutes ces petites choses qui m'ont mis des barrières. Et au final, j'ai pas besoin de ces barrières. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Si demain j'ai envie d'être journaliste, pourquoi je me mets des barrières? J'ai juste à me dire, Mariam, fais-le. Personne ne va te stopper. Tu as juste à faire un pas devant. Et il y a peut-être une entreprise devant toi qui va mettre le pied, on va un petit peu jouer au jeu du chou-fleur. Je fais un pas, il fait un pas. Je fais un pas, il fait un pas. Et au final, je peux briser ces barrières et me donner en fait les moyens moi-même de réussir et de réaliser en fait mon rêve qui est maintenant d'être journaliste. D'accord. Merci beaucoup, Mariam. Oui, Mariam. Là, vous allez nous quitter et on va accueillir une autre jeune qui va nous faire part de son expérience. Alors, Mariam nous a quittés, mais a été rejointe par une autre jeune fille. Bienvenue, Nouzlat. Donc, 2 mots sur votre parcours. Vous êtes étudiante en droit. Alors vous avez bénéficié aussi du mentorat, mais par contre, dès la classe de 5e. Je voudrais juste que vous nous expliquiez à tous les bénéfices d'avoir bénéficié de ce mentorat dès le collège finalement. Du coup, j'ai été mentorée dès la classe de 5e par Télémac. Et du coup, j'ai pu être accompagnée tout au long de mes études jusqu'à l'obtention de mon bac dans cette découverte de l'entreprise, de la découverte de soi. J'ai également pris confiance et surtout j'ai pu m'épanouir et me sentir vraiment en confiance pour le reste de mon orientation. Et c'est vraiment par le biais du mentorat que j'ai appris toutes les compétences pour me sentir à l'aise pour la suite de mon parcours. Merci beaucoup. Vous m'avez expliqué aussi, quand on a préparé, l'importance du mentorat pour vous, parce que c'était les rôles modèles que vous n'aviez pas. Vous pouvez me dire 2 mots là-dessus? Oui, parce que venant d'un quartier dit défavorisé, autour de moi, je n'avais pas forcément des personnes qui pouvaient m'aider ou des personnes auxquelles je pouvais m'identifier. Je n'avais pas vraiment de rôle modèle. Et par le biais du mentorat, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes dans le monde professionnel ou même d'autres jeunes qui ont pu réussir. Et du coup, ces rôles modèles m'ont vraiment accompagnée et j'ai pu m'identifier et également croire en mes rêves en me disant que je pouvais le faire et que j'avais cette image-là qui est en face de moi. J'ai pu me retrouver auprès de personnes qui travaillent en entreprise, j'ai pu comprendre leur métier. Et de me dire que je pouvais le faire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassurée en comprenant leur parcours. Vous savez ce que vous voulez faire plus tard? Alors, je ne sais pas du tout. Et c'est ce que j'ai appris justement au sein du mentorat. C'est quand je posais la question aux personnes qui travaillent en entreprise, est-ce que vous saviez dès le départ ce que vous vouliez faire? Pas du tout. Ça a pris vraiment du temps. C'est vraiment grâce aux rencontres, grâce aux expériences et surtout en prenant le temps d'observer le monde qui nous entoure, qu'on prend petit à petit ces décisions. Aujourd'hui, je suis étudiante en droit, mais il faut savoir qu'avant, j'étais en filière scientifique. Donc, j'ai basculé dans un autre domaine. Et je me dis que là, je suis dans une filière assez généraliste et que par la suite, je vais être amenée à me spécialiser. Et je suis quand même en confiance dans le sens où, grâce à mes expériences, je me dis que je peux toucher à tous les domaines et que je n'ai pas vraiment de limite. Oui, voilà, j'ai pas vraiment de limite, merci. Du coup, voilà, c'est ça. Et c'est grâce au mentorat dès la classe de 5e, Stéphane Roussel l'expliquait tout à l'heure, ça a commencé par des sorties culturelles, ce n'était pas au départ professionnel, ça vous a ouvert vraiment le champ des possibles pour vous. C'est vraiment important de pouvoir bénéficier de ce mentorat même dès le plus jeune âge. C'est vraiment important. Quand j'étais en classe de 5e, j'étais assez timide et moi, mes seules sorties, c'était j'allais en cours et je revenais chez moi. Et du coup, je n'avais pas vraiment cette ouverture d'esprit et cette ouverture du monde. Et grâce à mon mentor, j'ai pu sortir de ma zone de confort, commencer par des sorties culturelles. Et petit à petit, c'est vraiment cette curiosité qui a commencé à venir petit à petit. Et en classe de 5e, on se pose un peu des questions sur tout. Et moi, je me souviens que je posais des questions... par exemple aux personnes que je rencontrais ou même aux sorties culturelles, même aux personnes aux guides par exemple, je posais des questions et petit à petit cette curiosité c'est ce qui m'a permis de par la suite comprendre le monde qui m'entourait
Et vraiment, je pense que dès le début, le plus tôt possible, c'est très important de mentorer. Et ça nous met vraiment en confiance pour la suite. Merci beaucoup. Je donne le mot, pas complètement de la fin, parce qu'il y aura Thibaut qui va venir pour conclure, mais à vous, Stéphane Roussel, quand vous écoutez tous ces témoignages, qu'est-ce que ça vous inspire? On voit bien la dynamique là, à travers les témoignages, c'est qu'il y a la confiance en soi qui est rebâtie avec l'aide des autres, et plus c'est tôt, mieux c'est, on voit bien d'ailleurs à travers les témoignages. Après, la confiance en soi, il y a les rencontres, et j'ai bien aimé le lapsus. C'est pas par hasard que les choses arrivent non plus complètement. Il y a du travail, parce qu'après on peut dire bah oui j'ai eu de la chance. Non, non, c'est pas de la chance. Il y a toujours la chance des rencontres. Mais je veux dire, au départ, il y a soi-même. Et on voit bien à travers les témoignages que c'est en apprenant à avoir confiance en soi, aidé par les autres, qu'après on se rend compte qu'on peut aller encore plus loin et qu'il n'y a pas de limite, quoi. Donc j'ai envie de dire que cette construction, on doit simplement l'aider. C'est-à-dire que, encore une fois, on doit créer les conditions pour les personnes qui n'ont pas nécessairement sur le chemin les gens qui vont l'aider, de pouvoir les rencontrer. C'est ce qu'on appelle la discrimination de moyens. Les anglo-saxons sont sur la discrimination positive à travers le résultat. En France, on a la chance d'avoir plutôt une culture de la discrimination de moyens, c'est-à-dire donner sa chance à tout le monde le plus tôt possible. Et c'est ça la philosophie du mentorat. Et c'est ce qu'on veut construire, et c'est ce que fait la charte de la diversité, puisque là, on voit bien qu'on est là-dessus, on n'est pas sur quelque chose d'artificiel après coup. Et ça permet de faire le lien, d'ailleurs, avec la conclusion de Thibaut, où ce qui manquait, c'était aussi un partenariat entre l'entreprise et finalement le pouvoir public. Et le fait que si, en plus, on s'y met à deux, eh ben, ce que je viens de dire va être encore plus puissant. Merci beaucoup. Le mot de la fin à Thibaut. D'abord, je pense que quand on a entendu les témoignages de Nuzlat, de Mariam ou de Mawena, ça montre bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'investir dans la jeunesse, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans l'avenir. Et chapeau à vous pour à la fois vos témoignages et puis vos parcours. Moi, ça m'évoque trois enjeux en fait. Le premier, il est la question en fait des réseaux. Et en fait, d'une certaine manière, un jeune, une solution, et la plateforme telle qu'on l'a constituée, en fait, d'ailleurs, c'est le président de la République lui-même qui avait dit, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas, et que effectivement, la première des inégalités, c'est l'accès à l'information, aux opportunités là-dessus, et que c'était très important. Non pas seulement d'investir massivement pour qu'il y ait des opportunités, parce qu'il y en a des emplois, il y en a des opportunités d'apprentissage, des jobs étudiants, des stages, des formations. Simplement, c'est important qu'elles soient accessibles à tous et je dirais avec un petit peu le sentiment d'être tout le monde sur la même ligne de départ. Donc ça, c'est la première des choses et il faut qu'on poursuive dans ce sens avec un jeune, une solution à faire en sorte, parce que ce n'est pas encore complètement réussi, c'est une belle promesse, hein, un jeune, une solution. Mais ce n'est pas vrai de dire que tous les jeunes ont en tête aujourd'hui ces opportunités-là. Et moi, je passe beaucoup de temps dans les quartiers notamment et je suis toujours frappé à la fois par franchement l'énergie, le talent, la motivation vraiment particulière qu'on retrouve dans cette jeunesse, qui est quand même, il ne faut pas se raconter d'histoire, assez oubliée. On voit quand même souvent les jeunes des quartiers plutôt par le prisme de choses qui sont quand même pas extrêmement valorisantes. Et ces jeunes-là, même quand ils ont entendu parler des opportunités, se disent « ouais, mais ce n'est pas pour moi ». Et donc on a à aller chercher ces jeunes-là et aller leur dire non, en fait, on a besoin de vous, vous avez un talent énorme et c'est très important. La deuxième des choses, c'est une histoire d'ailleurs, et je pense qu'elle est intéressante, vous connaissez peut-être l'histoire d'Edison. Et Edison qui s'est retrouvé, sa maman a dû le récupérer de l'école et puis lui a dit « Écoute, Edison, c'était un petit garçon à l'époque, t'es trop intelligent, t'es trop doué et du coup l'école me dit que c'est mieux que tu restes du coup à la maison et donc on va cheminer ensemble. »
Et puis Edison est devenu juste le plan, je pense qu'on peut dire probablement le plus grand inventeur de tous les temps. Et il a découvert plus tard dans sa vie le mot de l'école qui disait il est trop singulier, il n'est pas capable de suivre l'école et donc on le renvoie de l'école. Et je pense que derrière cette anecdote, et si je vous en parle, c'est qu'il y a le réseau, mais il y a le regard aussi, le changement de regard qu'on doit poser en fait sur les jeunes, et que si on voit dans chaque jeune un Edison ou un futur Edison, eh ben, il a beaucoup plus de chances de pouvoir se révéler. Et donc, pour terminer, c'est tout le sens du coup du mentorat en fait dans Un jeune, une solution, parce que c'est ça que ça apporte le mentorat. Ça apporte à la fois un changement de regard, et c'est ce que vous avez dit finalement à travers vos différents témoignages, prendre confiance, lever les freins, les limites. Et ça, finalement, c'est possible à travers le regard de l'autre. Donc ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, c'est le réseau que ça apporte quand même le mentorat, parce que ça ouvre des portes et ça ouvre des possibles là-dessus. C'est pour ça que cet investissement qu'on a avec les entreprises pour la cité, avec les entreprises qui sont engagées dans la charte de la diversité, pour faire en sorte que le mentorat ne soit plus seulement du registre d'ailleurs de la philanthropie ou de la RSE, mais d'un mouvement qui soit plus profond. Et l'exemple de Maison du Monde est très illustratif de ce qu'on veut faire. C'est que, j'ai en souvenir Julie Weilbaum, enfin votre directrice générale, qui est très engagée effectivement dans le sujet, mais qui a commencé d'abord par elle-même faire du mentorat, puis ensuite inviter son COMEX à faire du mentorat. Et maintenant, c'est tous vos cadres qui sont en train de s'engager dans le mentorat. Et évidemment, il ne faudra pas s'arrêter là, parce que je pense que le mentorat, ça doit être vraiment ouvert à tout le monde. Mais quand on fait ça, en fait, vous allez transformer votre entreprise et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus apte, capable à identifier les singularités de chacun, à accueillir la mixité comme une force, comme une puissance, etc. Et du coup, de donner de la force à Maison du Monde, et que toutes les entreprises qui ont déjà rejoint le mentorat, Vivendi aussi très impliqué dedans, savent qu'on peut aligner du coup cet intérêt général pour chaque jeune avec le fait que les entreprises deviendront plus inclusives à travers le mentorat. Donc il faut qu'on continue. En tout cas, moi je suis ravi, avec les entreprises s'engagent, avec les entreprises pour la cité, qu'on continue ce combat pour faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul jeune dans ce pays qui ne se dise pas, quand il en a besoin, il peut faire appel à un ami et ça sera un mentor qui sera peut-être né dans les échanges qu'on a eus aujourd'hui. Merci beaucoup. On va conclure donc cette table ronde. Merci infiniment à tous les participants, et puis je tenais aussi à remercier les équipes des entreprises pour la cité qui ont œuvré à mes côtés pour organiser cette table ronde et cette restitution. Jean-Marie Manac, le responsable diversité, Valérie Bonneville qui est à la communication, sans oublier Florent, notre alternant, et puis bien entendu Yann Tanguy, mais ça va de soi. Je voulais aussi merci aussi beaucoup à Vivendi qui nous a reçus dans ce studio, qui nous a permis de vous proposer cette table ronde sous un format un petit peu différent de d'habitude. Et je tenais donc à remercier toutes les équipes qui sont là, Quentin, Nicolas, Agathe, Audrey, Marie, Florent, Louis, Gauthier, Arnaud. J'espère que je n'ai oublié personne. Merci infiniment et à tous une très très belle journée.